vor Kan om das man so face En un anse quello Ni aiuto, ni agano Bevet, bevet, van wees Ni aiuto, ni agano Bevet, bevet, van wees Parler tout simplement de fiscalité en général. Et donc, as-tu un exemple en tête En premier lieu, nous allons rappeler encore une fois pourquoi la France est un État communiste. Il ne faut pas avoir peur de le dire. La raison en étant que, est-ce que vous avez une idée du niveau de pression fiscale en France? Donc la pression fiscale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la part en pourcentage du PIB du montant total des recettes fiscales recouvrées par un État. Et c'est un bon indicateur, en général, du niveau de prélèvement d'un État. Si je me souviens bien, j'ai pas un chiffre précis en tête, mais je crois que ça doit se situer entre 50 et 55%. Un tout petit peu trop, mais pas très loin. En effet, le niveau de pression fiscale de la France est de 45% à l'heure actuelle. Pour la référence également, le taux de prélèvement obligatoire en 2022, c'était 48% en pourcentage PIB. D'accord, en 2022. Et en 2023, d'après l'OCDE, c'est 45%. On n'imagine pas, mais ça représente une quantité absolument colossale. Parce que dans cette pression fiscale, on a les impôts sur le revenu, les impôts sur les bénéfices, les cotisations de sécurité sociale, les impôts sur les salaires, les impôts sur le patrimoine, les impôts sur les biens et services, plus des données par ailleurs éventuellement supplémentaires non communiquées. Autrement dit, cela comporte... Et plus les successions peut-être, non aussi? Oui, bah, tout ce qui est, Oui, dès lors qu'il y a un voilà. impôt ou une Oui. taxe... Alors, normalement, sauf erreur de ma part, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que les impôts sur les successions, ça fait partie de l'impôt sur le patrimoine. Mais je dis peut-être une bêtise, hein, c'est à prendre avec des pincettes. Bah, je crois bien que l'héritage, en gros, la succession, je crois que c'est séparé hein, du patrimoine. Hein. Parce que le patrimoine, c'est ce que tu as déjà. Et la succession, c'est quand tu hérites ou quand il y a quelqu'un qui meurt. Je pense que tu as raison. Oui. Alors, après, ça ne doit pas compter les legs et les donations pendant la vie, je pense. Oui, probablement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'heure actuelle, l'État français, c'est l'État qui a la charge fiscale la plus lourde en Europe, et donc très probablement aussi dans le monde entier. Ah bah du monde, oui, non, champion numéro un. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de concurrent sérieux à la France dans ce domaine, hein, je Ah pense. bah ça c'est clair. Déjà, l'Europe, c'est le continent justement qui a le niveau de pression fiscale le plus élevé du monde déjà. Donc le fait que la France, on fait les maths, la France est le pays qui a le niveau de pression fiscale, le taux d'imposition le plus élevé au monde. Donc, à partir de là, c'est déjà une première calamité. Déjà, surprenamment, la première source de pression fiscale, ce n'est pas l'impôt sur le revenu, c'est d'abord les cotisations de sécurité sociale, et ensuite les impôts sur les biens et services, c'est-à-dire les taxes et notamment la TVA. Ah bah oui, la TVA qui peut fluctuer selon le produit qu'on achète, hein, qui peut être de 20% ou de 5,5. Donc effectivement, ça laisse une assez grosse fourchette. Un bon exemple, hein, la TVA, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Au final, l'impôt sur le revenu, sur le taux des prélèvements, donc n'est que troisième derrière les cotisations et la TVA. Cela étant, on rappelle que de l'autre côté, le taux de prélèvement obligatoire reste extrêmement élevé, puisqu'elle représente, elle, près de 48% bien, du revenu d'un individu moyen. Donc, c'est-à-dire que rien qu'en prélèvement obligatoire, donc c'est-à-dire ce que l'État français vole aux citoyens de manière assurée, déjà, le citoyen lambda, qu'il soit français, breton, corse, basque ou alsacien, se fait voler quasiment la moitié de ce qu'il gagne par l'État français. Si c'est pas au minimum du communisme, c'est au moins du très fort socialisme. Donc, Ah bah voilà. ça c'est une Allez, certitude. un petit effort, monsieur, dans quelques années, vous passerez la barre des 50% et on pourra officiellement dire que la France est un État communiste. Ah, y en a qui se gênent pas pour le dire, hein, ça je peux te le garantir. Et ce qui est une bonne chose d'ailleurs, parce que c'est factuel, il faut nommer un chat et un communiste un communiste. Alors,
Nous, de notre côté, qu'est-ce que nous préconisons à ce niveau-là pour un État breton indépendant demain? Alors, déjà, il est évident qu'un État a besoin de se financer. Donc, il a besoin de trouver ou de prendre de l'argent quelque part, d'une manière ou d'une autre, pour financer les services dont il est garant. Cependant, cela ne signifie pas ponctionner jusqu'à la moelle les citoyens qui travaillent pour redistribuer leur argent à des gens qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont des parasites, factuellement. Donc je ne détaillerai pas plus que ça ensuite sur la nature des gens en question. Hein. Vous avez tous vu, je pense, suffisamment de scandales d'influenceurs maghrébins qui expliquaient à ces ouailles comment se faire gaver d'aide par tous les moyens possibles et imaginables pour pouvoir lire entre les lignes et savoir de quoi on parle. Moi, ma préconisation personnelle, en ce qui concerne la TVA et l'impôt sur le revenu, c'est que la coexistence des deux en même temps est une absurdité. Soit on taxe ce que vous achetez, donc ce que vous consommez, soit on taxe ce que vous gagnez, éventuellement, mais pas les deux. Parce que fondamentalement, si on vous taxe les deux, ça veut dire que l'État français, en fait, il vous vole 2 fois ce que vous gagnez. Il vous vole sur ce que vous gagnez, non seulement lorsque vous gagnez l'argent, mais aussi lorsque vous le dépensez. Et ça, en termes de C'est du système, vol. c'est une absurdité. C'est une Non, c'est absurdité du vol, totale. on peut le dire, hein. Ah oui, mais c'est du vol, c'est une absurdité, totalement. C'est même du vol et ça fait rarement escroquerie, en fait. Bah oui, on vous ponctionne non pas une, mais bien 2 fois, et comme on va le voir avec les autres formes d'impôts, plus encore que 2 fois. Clairement, pour moi, pour nous, pour le futur État breton, l'une de ces 2 ponctions devra être abolie. Et elle sera abolie. Et quand je dis l'une, c'est au moins l'une. Alors, outre donc cette question de l'impôt sur le revenu, de la taxation via la TVA, eh bien, nous pouvons également aborder la question des divers impôts, enfin des autres impôts divers et variés, et nous pouvons parler d'un exemple que notre ami Yann voulait évoquer tout à l'heure, qui est la taxe sur la succession, du coup. Ah oui, en gros, qui fait partie d'un millefeuille de taxes et de vols que l'État te fait tout au long de la vie. Hein. Et donc, la taxe sur la succession, qui est donc une taxe sur la mort, bah, qui est en gros le dernier avant de partir, avec le devoir de travail accompli. Prendre un robot bien mérité, et ben on va te taxer une dernière fois parce que bah, vous le méritez bien Parce qu'il sûr. n'y a pas de raison, hein. Ah bah de toute façon, Mais c'est même toutes les raisons sont bonnes, en on te fait. taxe une dernière fois et t'as pas Ouais, à t'en relire parce que t'es mort. c'est ça, Et si, et si on après tout, il pouvait n'y a pas de taxer raison encore que... après, on le ferait. Ah, c'est une C'est certitude. ça qui veut dire. C'est ça que C'est... tu avais dire. Il n'y a pas de raison que la mort soit la fin de la taxation, quoi. Oh là, non, surtout pas. De manière un petit peu plus sérieuse, effectivement, l'impôt sur la succession est un problème. Pourquoi? Parce que, humainement parlant, il induit un comportement chez les personnes qui les décourage à accumuler un héritage en vue de sa transmission aux enfants et aux descendants en général. Il faut comprendre que l'accumulation d'un héritage pour le transmettre à ses descendants, c'est l'un des actes les plus altruistes qui puisse être dans ce qu'on pourrait appeler la société naturelle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que nous, au Parti national breton, nous croyons en la valeur et en l'importance de la famille en tant que cellule unitaire de la société. Et il apparaît donc en opposition des gauchistes et des socialistes, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les gauchistes et les socialistes cherchent à toute force à taxer l'héritage. Alors que nous, justement, nous nous y opposons parce que nous considérons que ce qui appartient à quelqu'un, eh bien, une personne est libre d'en disposer comme elle l'entend, tant qu'elle ne fait pas des choses illégales ou dangereusement nocives avec. Ça paraît être une évidence. Et en particulier, si une personne désire transmettre du coup ce qu'elle possède à ses descendants, eh bien, c'est quelque chose de parfaitement naturel. Et taxer ça, c'est profondément anormal. Non, effectivement, ce que tu dis est vrai, hein. Il y a une dimension vraiment antifamiliale. Mais c'est pas étonnant dans un État qui se fout des familles et des peuples, quoi. Il en est même à le remplacer par le tiers-monde. Donc, c'est bien la preuve qu'il n'en a rien à faire. Tout ce qui intéresse, c'est son argent, c'est pas le bien-être des peuples. Donc à ce titre, il n'y a aucune raison de nous taxer. C'est son,
ces impôts deviennent illégitimes de facto. Ça, c'est une certitude. Et ça, c'est une garantie que, en ce qui concerne l'État breton, c'est que l'État breton au pouvoir abolira cet impôt. C'est l'avantage de cette manière, c'est qu'on on peut même pas, enfin nos adversaires ne peuvent même pas, mettre en avant une soi-disant légitimité qui dirait: «Bah, oui, comme ça, au moins, vous avez vu, vous payez des impôts, mais l'État protège votre peuple». Non, c'est l'inverse. Soit à la fois sur le plan de la natalité, sur le plan de l'héritage familial que tu évoquais, ou sur le plan même de l'avenir, physique de notre peuple, il y a rien de garanti, quoi. Il y a même ce minimum de garantie, quoi. Absolument. Il y a également un autre chiffre qui est extrêmement révélateur de cet état de fait que tu évoques avec grand brio, qui est que le niveau de dépenses de ce qu'on appelle la protection sociale. Donc là, pareil, j'ai pris les chiffres de 2022 qui sont disponibles sur un article de BFM TV, donc encore une fois, on ne pourra pas nous taxer de favoritisme, qui est que l'État français, la France, est à l'heure actuelle le pays avec le plus fort taux de dépenses de protection sociale, puisque près de 32% de son PIB est consacré à ce qu'on appelle les dépenses sociales publiques. Alors, en quoi est-ce que ce chiffre est à la fois important à comprendre, mais aussi absolument catastrophique? Bien, en premier lieu, il faut comprendre que dans les dépenses sociales publiques, il y a l'ensemble des aides d'État, directes et indirectes, dont beaucoup sont directement ou indirectement, encore une fois, captées par des populations étrangères, par des envahisseurs, qui bénéficient, qui profitent en fait de cet argent gratuit avec lequel on les arrose, qui reçoivent des logements sociaux aux dépens de la population locale qui devrait légitimement les obtenir, qui reçoivent des abattements fiscaux liés au nombre d'enfants, entre autres, qui reçoivent des aides parce que beaucoup ne travaillent pas. Encore une fois, on rappellera que pour les populations dites des MENAPT, et là pour le coup on a les chiffres du Danemark qui en parlent, et qui sont, je pense, sensiblement les mêmes que dans tout le reste de l'Europe, on le sait, les populations moyen-orientales et africaines ne sont, en moyenne, et je dis bien en moyenne, jamais rentables pour une société. C'est-à-dire, à aucun moment dans leur vie, en moyenne, je le redis bien encore une fois, à aucun moment dans leur vie, ils ne rapportent plus qu'ils ne coûtent à la société. Autrement dit, le poids très lourd en fait, de la protection sociale, et en particulier dans cette espèce d'appareil monstrueux qu'est la France, est largement lié aux halogènes. On nous a menti, c'était pas une richesse pour la France, l'immigration. Ah bah ça on le sait, ni pour la France, ni pour l'Europe, ni... Non seulement c'est pas une richesse, mais c'est même une tragédie pour l'Europe, pour la bah, France, pour la Bretagne. Bah, bien sûr. Après, ce qui est remarquable, c'est que il s'agit vraiment, vraiment spécifiquement des immigrants venus d'Afrique et du Moyen-Orient. Si on constate, ce même graphique montre qu'en fait, les immigrants venus d'Europe et d'Asie ont un niveau de productivité qui est pratiquement analogue à celui des autochtones. Bon, là, on parle des impôts, de la fiscalité, etc. Mais tu as toujours ce réflexe complètement dingue de l'État français de te dire il y a un problème, ah, bah, on va faire venir des immigrés. Ah Il n'y a oui. pas assez de monde pour payer leur retraite, ah, on va faire venir des immigrés. C'est toujours comme si c'était une espèce de masse informe, une économie faite à partir d'individus totalement Totalement interchangeable, ouais. interchangeables. Complètement. C'est profondément inhumain comme manière de voir C'est les choses. parfaitement inhumain et c'est vraiment une négation des peuples autochtones, quoi. C'est-à-dire, c'est pas grave, Et on peut même être un d'ailleurs consommateur comme un autre. et Oh même bon, d'ailleurs des bah, peuples qu'on fait venir, d'ailleurs. non, mais ils le disent clairement, c'est à partir du moment où ils font pas trop de bazar, il y a pas de souci, quoi. Et c'est le même discours de gauche à la droite. Alors, plus à l'extrême gauche, plus c'est open bar, et plus à droite, oui, mais bon, s'il a un prénom français, il y a pas de souci. C'est pas si S'il respecte grave. les valeurs, alors je sais pas quelles valeurs, mais enfin, s'il respecte les valeurs, c'est bon. Donc en fait, c'est une espèce de consensus sur le dos des peuples européens. Ouais, complètement, complètement. Alors Donc ça que, rajoute à l'illégitimité de ces États européens, de l'État français et des impôts qui en sont issus, quoi. alors qu'à côté, on remarque une remarquable homogénéité civilisationnelle en termes de comportement, bah, justement, des peuples européens d'où qu'ils viennent. C'est d'ailleurs ce qui est assez intéressant à voir. Voilà, loin de moi
Loin de moi toute idée d'affirmer qu'il s'agit d'une question qu'on pourrait qualifier d'ethnique ou de raciale. Je n'oserais jamais, jamais, au grand jamais, affirmer quoi que ce soit de la sorte. Mais en fait, c'est très intéressant parce que du coup, cette population immigrante directement issue, pourrait-on dire, d'un cauchemar fiévreux de Jean Raspail, bah, en fait, c'est très intéressant parce qu'elle nous pèse fiscalement à double titre, puisque d'une part, on prélève en fait les autochtones, on vole l'argent aux autochtones pour les faire venir en disant que ça va permettre d'alléger la fiscalité, etc. Et donc ensuite, les envahisseurs sont noyés d'argent magique, littéralement, d'argent qui vient, bien Ça, entendu c'est ne sort ça, pas de nulle c'est part. ce Donc qu'on c'est disait, c'est du cadeau l'argent d'État. magique qui sort d'on ne sait où. Nous, on sait très bien d'où il vient, cet argent. Voilà. Mais Mais, non, il n'y a pas de problème, on peut le dépenser à mais tort, à travers. c'est ça. Et d'autre part, en plus, eh bien, ces gens, ces immigrés qui reçoivent de l'argent magique, dans leur grande majorité, ne produisent pas. Donc, ils ne font même pas, ça qui est fou, c'est qu'ils C'est ne font ça. même pas ce pourquoi on les a importés. Ils ne font même pas ce pourquoi on les a soi-disant appelés. Mais combien même ils le feraient, ils n'ont pas vocation à rester. Enfin, c'est comme si tout d'un coup, tu avais toute l'Europe qui disait, tiens, bah, je vais aller maintenant m'installer, je sais pas moi, entre le Cameroun et le... Puis il n'y a pas de problème. Après tout, on est interchangeables, on est tous pareils, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, le gouvernement sénégalais n'est pas d'accord? Bah, c'est quoi? C'est du racisme? C'est quoi? C'est Pourquoi ça marche exactement dans un ça. sens et pas dans l'autre? C'est exactement ça. Alors après, on revient encore sur la question de la fiscalité, parce que du coup, on a parlé de tout ce qui est l'impôt sur les héritages. Alors, il y a également la question de l'impôt sur la fortune, qui est un sujet, je pense, un petit peu plus épineux, puisque là, pour le coup, on a entraîné beaucoup de gens à croire qu'en fait, les impôts sur la fortune étaient une bonne chose, parce qu'il faut taxer les riches. Il est normal que quelqu'un qui gagne plus, eh bien, contribue plus, mais pas juste à proportion égale, mais à proportion supérieure. D'où l'invention de l'impôt sur la fortune. En fait, le truc, c'est que il faut bien dissocier un impôt sur la fortune qui est que, oh, t'as trop, on va te taxer sur cette fortune que tu as trop amassée, et un impôt progressif sur le travail qui serait, par exemple, je ne sais pas, un médecin devrait payer un peu plus d'impôts que, je ne sais pas, une caissière dans une supermarché. Oui, bah, tout simplement à cause de la question de la proportionnalité. Normalement, tout le monde a fait des mathématiques pour aller jusqu'en troisième seconde. Donc, si on leur dit que si tout le monde paye, voilà, je donne un chiffre totalement hypothétique, mais si tout le monde paye 5% d'impôt sur le revenu, du plus pauvre au plus riche, en termes de quantité, le plus riche va logiquement payer plus que le plus pauvre. Et en fait, c'est pour moi, mon avis sur la question, c'est que c'est tout, en fait. Il n'y a Bah, c'est pas... comme la TVA, on en parlait tout à l'heure. La personne qui a beaucoup plus d'argent, qui dépense plus, eh ben, il donne plus forcément d'argent à l'État. C'est mathématique. Donc pourquoi à ce moment-là faire un impôt qui va décourager les gens à gagner plus d'argent et donc du coup à en donner plus à l'État? C'est vraiment couper la branche sur laquelle l'État est assise. En fait, si tu veux, c'est toute la pensée économique marxiste, en fait, fondamentalement, pour qui, en fait, la productivité humaine ne se limite qu'à une espèce de valeur travail totalement interchangeable. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne prennent absolument pas en compte la situation humaine, par exemple, le fait qu'à un moment donné, pour une raison X ou Y, une personne peut être plus ou moins productive, et accessoirement aussi que pour être réellement productive, une personne a besoin d'incitation pour l'être. Absolument personne ne travaille juste pour travailler. Bah, bien sûr, mais c'est en fait, là, dans l'esprit des gens, sur ce genre d'impôt, c'est pour des gens milliardaires, etc. Combien tu as de chefs d'entreprise qui disent moi je travaille comme un dingue et au bout du compte, tu as tout l'État qui me vole. J'en peux plus, moi, au bout d'un moment, j'arrête de travailler pour l'État, quoi. C'est ça qui est dramatique, hein. Moi, je connais pas mal d'entrepreneurs bretons, je veux dire, s'ils aimeraient pouvoir travailler pour faire grossir leur boîte, sans avoir à tout lier systématiquement à l'État, quoi. Ah, c'est une évidence, en fait. C'est C'est vraiment une très évidence absolue. décourageant. Très, 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 Et ça, très en fait, ça décourageant. rejoint tout ce qui est les cotisations sociales et d'ailleurs, également, d'ailleurs, la question de l'impôt sur les salaires. Parce que vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, en fait, l'État vous vole 2 fois votre argent. En réalité, sur l'argent que vous gagnez, il ne vous le vole pas 2 fois, mais bien 3. Et peut-être même qu'à la suite de cette émission, on va découvrir qu'il vous le vole encore plus de fois encore. Car, en fait, avec les cotisations sociales et les impôts sur les salaires, c'est de l'argent que vous verse votre employeur en échange de votre travail, et bien qu'avec ces impôts-là, l'État français se sert encore une fois sur l'argent que vous gagnez.
c'est notamment la différence, donc que les cotisations sociales et les impôts sur le salaire, c'est ce qui fait la Ah ouais, différence tout ce qui est entre les charge salaires, salariale, faut avoir un bulletin de salaire, hein, charge entre salariale aussi, le, ouais, c'est ce qui fait la différence entre le brut et le net. Ah oui, l'État français vous vole, hein. De toute façon, ça, on le savait, on le sait. Voilà, et il vous vole à chaque étape possible où il peut vous voler. Et là, encore une fois, pour moi, c'est pareil. Les impôts sur le salaire, c'est une absurdité qui ne devrait pas exister. Là, pour le coup, il n'y a même pas une question de dire, bon, on en choisit un et on le garde, comme on pourrait le faire avec l'impôt sur le revenu et la TVA. Même si je tendrais à choisir entre les deux, je choisirais plutôt de garder l'impôt sur le revenu que la TVA, parce que la taxe ne devrait pas s'imposer à des particuliers. Là, pour le coup, pour moi, tout ce qui est impôt sur le salaire, ça ne devrait tout simplement pas exister. c'est philosophiquement, c'est totalement illégitime, quoi. Il y a pas de raison, en fait, on a l'impression que l'État cherche un prétexte pour, essayer de prendre, encore plus de fric dans les poches des gens. Ah oui, c'est un État socialiste, donc il se dit tous égaux dans la pauvreté, tu vois. Parce Non, mais qu'au c'est ça, final, ce qui est c'est un important, État c'est qui est pas quand qu'on même, soit. d'une grande incompétence, pour le bien des peuples dont il a la charge, mais par contre, qui est extrêmement compétent quand il s'agit de voler les gens. Ah, mais Ça, ça, exactement. là, il y a rien à dire, hein. Ce qui est important, c'est pour cet État, c'est pas que les gens qui entreprennent puissent bénéficier des fruits de leur travail. C'est tous égaux, c'est l'égalité. C'est ce qui est absolument remarquable dans cet article de BFM TV que j'évoquais tout à l'heure, c'est que l'article, il affirme, il écrit hein, que les dépenses sociales publiques sont plus importantes. Donc voilà, il reconnaît que les dépenses sociales de l'Hexagone, donc de l'État français, sont les plus élevées d'Europe, mais il s'en félicite en disant que sans elles, les inégalités seraient beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que ce qui est important pour eux, c'est pas de donner l'opportunité aux gens de réussir par leur valeur et par leur travail, c'est de rendre tout le monde égal et dépendant de l'argent magique de l'État français. C'est quand même extrêmement révélateur comme mentalité. Ah bah au moins sur liberté, égalité, fraternité, au moins sur le mot égalité, là-dessus, ils ne se sont pas trompés. C'est une certitude. Bah, d'ailleurs, c'est Ça, alors juste, c'était une égalité plutôt sur le plan judiciaire, quoi. Sauf que là, c'est une égalité, de nivellement par le bas, quoi. C'est tout le monde pauvre. Il y a une tête qui C'est ce que dépasse, je voulais sous-entendre, hein, c'est l'égalité, c'est ça. mais tous pauvres. L'égalité, on coupe la tête de tout le monde et c'est l'égalité, quoi. Tout le monde est égal sans tête. Bah oui, c'est complètement ça, de fait. C'est ce qui est assez intéressant, en fait, parce que c'est vraiment là, c'est à l'usage qu'on constate qu'en fait, l'égalitarisme, la doctrine égalitariste de tout le monde doit être égal, tous les gens, tous doivent être égaux à n'importe quel prix, c'est une doctrine qui est fondamentalement nocive. C'est là qu'on le constate, en fait. Alors que bon, s'ils étaient capables de remplacer leur dogmatisme égalitaire allez, quelque chose de plus soft, une espèce d'équité. Oui, là, on pourrait comprendre le but, mais non, non, c'est vraiment du dogmatisme, c'est tous égaux. Oui, tout à fait. Mais nous, ce que nous prônons à ce niveau-là, c'est vraiment donner à chaque membre du peuple breton, en fait, l'opportunité d'entreprendre. Voilà. Après qu'il la saisisse ou non. S'il choisit d'être fonctionnaire parce qu'il pense que c'est plus confortable, il n'y a aucun problème avec ça. S'il choisit d'être salarié parce qu'il se dit, bon, bah, moi, je vais juste vendre ma force de travail et m'assurer, grâce à cet échange avec mon patron, bah, d'un revenu régulier, j'ai envie de dire grand bien lui fasse aussi. Il n'y a absolument aucun problème à ça. Mais que ceux qui veulent innover, que ceux qui veulent vraiment entreprendre, innover, aient la possibilité de le faire. Et on dit bien la réelle possibilité. Et c'est pas dans un État français surtaxé à mort qu'ils vont l'avoir. En vérité, là où les solutions sont relativement simples, hein. Comme on l'a dit, l'une des premières choses à faire dans un État breton bien constitué, c'est faire en fait ce que Elon Musk est actuellement en train de faire aux États-Unis, c'est-à-dire dégraisser le mammouth entre guillemets. Donc il ne s'agit pas forcément non plus de jeter des fonctionnaires à la rue du jour au lendemain, loin de là. Parce que de toute façon, nous, la plupart des fonctionnaires de l'Hexagone sont concentrés à Paris. Donc un État breton indépendant, fondamentalement, il n'y aura peut-être même pas besoin de virer qui que ce soit, au final. Mais en fait, de veiller notamment à ce que, l'argent payé par les contribuables bretons soit bien dépensé, soit dépensé pour des choses qui font sens, hein, et pas pour des politiques de genre en Albanie ou je ne sais quoi, hein, mais que ce soit vraiment des dépenses qui bénéficient
à la population et au peuple breton dans son ensemble, d'une part. Et d'autre part, également, de mettre fin à cette espèce de ponction systématique de tout ce qui existe, d'une part de la population, qui est productive et qui, en fait, qui paye pour tout le monde. Parce que c'est fondamentalement complètement injuste comme système, comme mode de fonctionnement. C'est non seulement inacceptable, mais en plus dysfonctionnel. Je sais pas, les fonctionnaires, effectivement, alors là, bon, moi, je vais encore parler de la France, mais dans un État normal, le nombre de fonctionnaires devrait se situer entre 12 et 15%. Or, en France, il est au-delà des 20%, ce qui représente un poids, une lourdeur administrative qui devient pratiquement insupportable, en fait, hein. Après, nous, comme je l'ai dit, nous, on n'aura pas besoin de virer, je pense, en tout cas, qu'on n'aura pas besoin de virer de fonctionnaires, parce que la plupart des fonctionnaires sont à Paris. Je pense que, enfin pour moi, un passage à l'État breton, je pense que quasiment tous les fonctionnaires bretons resteront en poste, dans l'absolu. Oui, c'est pour ça que je parlais de la situation française. Faut pas oublier, mais un certain nombre de gens râlent sur les fonctionnaires. Moi, je ne suis pas fondamentalement de cela, parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont importants, qui sont utiles à la société. Hein. Même que ce soit des fonctionnaires administratifs, que ce soit des enseignants, que ce soit des policiers, etc. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont utiles à la société. Donc en fait, voilà, et là je le dis aussi pour rassurer d'éventuels fonctionnaires qui nous écouteraient, nous n'avons en aucun cas l'intention de les virer, en fait, entre guillemets. Enfin, dans la mesure où ce sont évidemment des Bretons. Hein. Les postes de fonctionnaires en Bretagne doivent être réservés de préférence en premier lieu à des Bretons. Dès aujourd'hui, à des Bretons, et quand l'État breton sera indépendant, exclusivement à des Bretons. Eh bien, il y a autre chose que nous pouvons discuter sur ce point. Il s'agirait de la taxe foncière et plus particulièrement, si tu veux approfondir le sujet, les résidences secondaires, qui en Bretagne sont un sujet préoccupant, je pense. On peut même dire que c'est à l'heure actuelle une véritable calamité. Alors, parce qu'en effet, aujourd'hui, il faut savoir que, et là je parle seulement de la Bretagne administrative, il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, 10% du parc immobilier de la Bretagne administrative est constitué de résidences secondaires. Ça représente près de 250 000 résidences. Donc on les trouve essentiellement dans le golfe du Vantais ainsi que dans le pays de Léon, donc le Finistère, dirait l'occupant français. Il y en a également 90 000 qui se trouvent majoritairement sur la côte et près de Nantes. Donc ça donne lieu en Bretagne, effectivement, à l'existence d'un marché immobilier qui est extrêmement tendu. Et comme tu l'as évoqué, c'est couplé à la question de la taxe foncière. En ce qui concerne la taxe foncière proprement dite, je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même bizarre qu'une maison que j'ai achetée, dont je suis propriétaire, je doive payer à l'État une rente à vie pour avoir le droit d'y vivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça extrêmement bizarre. Tout à fait d'accord. On n'a pas le sentiment d'être chez soi quand on continue de payer à l'État un droit à y vivre. Bah, en fait, c'est le droit d'être propriétaire et d'user de sa propriété comme l'on veut. On ne peut pas être à moitié enceinte. Soit on est enceinte, soit on ne l'est pas. C'est comme un propriétaire. Soit on est propriétaire de sa maison, on peut la louer, on peut la vendre, ou alors tu n'es pas propriétaire et tu es un locataire. C'est ça. En fait, en l'état, effectivement, en l'état, l'existence de cette taxe foncière, c'est une manière de dire qu'en fait, tu n'es pas propriétaire de ta maison, tu en es locataire à vie par la grâce de l'État. Si on tolère que tu sois propriétaire, par contre, tu payes une amende. Tu payes une amende parce que tu es propriétaire. Oui, c'est une punition. Ah, c'est une amende. C'est une punition, on est d'accord, c'est une clairement punition. une punition. On te punit parce que être propriétaire, c'est mal. La propriété, c'est le vol, hein, c'est une mentalité marxiste. Donc, tu dois payer une amende. Comme quand tu vas trop vite, tu as un radar qui te flash, que tu dois payer. Là, tu es propriétaire, donc tu dois payer. C'est vraiment une amende. Faut qu'on comprenne ça comme ça, quoi. C'est effectivement une excellente remarque. Effectivement, de dire, oui, c'est une punition d'avoir le droit d'être propriétaire. Alors, il va de soi que ce qu'on appelle les résidences principales et les résidences secondaires sont deux choses qui nécessitent un traitement différent. Quand on parle de la taxe foncière en tant que vol, en tant qu'amende, on parle bien entendu de la taxe foncière sur les résidences principales. Et en ce qui nous concerne, nous appelons à l'abolition pure et simple de cette taxe foncière
sur les résidences principales. Maintenant, en ce qui concerne les résidences secondaires, donc là c'est intéressant puisque, comme nous l'avons évoqué, les résidences secondaires sont un gros problème en Bretagne, puisque comme elles représentent, comme on l'a dit tout à l'heure, près de 10% du parc locatif breton à l'heure actuelle, elles donnent lieu à un marché de l'immobilier qui est extrêmement tendu. Et c'est un vrai problème, hein, il faut bien se le dire, c'est un vrai problème. Nous souhaitons que, parallèlement à la fin de la taxe foncière, nous mettions en place, soit mise en place, une véritable taxe spécifique sur les résidences secondaires, et particulièrement pour les personnes résidant hors de Bretagne. Alors ça, ce ne serait qu'une première étape, car il est évident qu'à terme, nous voulons l'interdiction pure et simple des résidences secondaires pour les étrangers. Absolument, ça c'est une certitude. Il apparaît normal que la propriété, que les Bretons, et les Bretons seuls, jouissent de l'immobilier breton, c'est la moindre des choses. Alors, petite question, mais il y a aussi le problème des résidences, en gros, de vacances de campagne qui sont occupées quelques semaines ou quelques mois par an et qui plombent le marché du logement sur des zones de tension, en plus, en Bretagne. Mais il y a aussi, alors je pense qu'ils sont quand même moins nombreux que les logements de vacances. Il y a le problème des squats aussi. Est-ce que tu voulais en dire un mot sur cette rubrique-là ou Alors pas oui, forcément? c'est une bonne remarque et tu fais bien de les amener. Alors en ce qui concerne les logements de vacances, il s'agit juste d'une forme de résidence secondaire, hein, donc la question ne se pose même pas. C'est la même méthodologie, hein. Il n'y a pas de question. C'est tout simplement la même chose, la même méthodologie que pour les autres résidences secondaires en général. Ça, il n'y a pas de question à se poser. Please. Kanon magres kalom Besol berzochris Machom ostartenom Kanon tezo